Alors bonjour à tous, bienvenue pour la deuxième partie de ma petite histoire de l'apiculture. J'essaye d'expliquer dans cette série l'histoire de l'apiculture pour bien comprendre comment on en arrive à une apiculture aujourd'hui moderne et actuelle. Il y avait la première partie, l'apparition de l'abeille, et là on va être sur la deuxième partie. La deuxième partie c'est l'apiculture du Moyen-Âge à l'âge moderne. Et donc je vous propose de dérouler là-dessus pour comprendre un petit peu comment tout ça s'est mis en place. Alors, on est au début du Moyen-Âge. Au début du Moyen-Âge, les essaims d'abeilles, c'est une ressource plus ou moins infinie, c'est-à-dire qu'il faut savoir qu'au début du Moyen-Âge, il y a une grande partie de la France et de l'Europe qui est une forêt, encore. L'homme s'est installé au néolithique en moins 12 000. On a commencé à abattre des forêts parce qu'il y a des besoins de prendre la place, de s'installer de manière sédentaire, mais on n'est pas encore dans quelque chose d'industriel, d'accord? Et donc il y a encore beaucoup de forêts. Au début du Moyen-Âge, on peut donc parler d'une abeille sylvestre, une abeille qui habite encore dans les bois, c'est son lieu de vie, c'est son lieu de prédilection, on pourrait dire. À cette époque-là, comme la ressource est très présente, et qu'on peut récolter des essaims d'abeilles, comme on voit là, on voit sur l'écran, il y a une récolte d'un essaim d'abeilles, c'est tout simplement un essaim qu'on va aller secouer dans une ruche en paille, et cette ruche en paille va être retournée dans la cour de la ferme, ou je ne sais pas, mais et puis on ira piocher du miel à la récolte si on a besoin, d'accord? Il n'y a pas de commerce d'essaim du coup. On ne pense pas à acheter un essaim au Moyen-Âge, hein. Absolument pas. On va le récolter, de toute façon c'est une ressource qui existe et qui ne suppose pas de limite à l'époque, d'accord? Alors ça implique que cette récolte, c'est une récolte de génétique sauvage, que cette reproduction elle est faite par essaimage naturel, et il y a très peu d'intervention humaine à part la récolte, et puis la récolte de l'essaim une première fois, et puis la destruction de l'essaim ou la récolte de miel selon les pratiques qui étaient très diverses à l'époque. Alors je le précise, mais évidemment au Moyen-Âge il n'y a aucune importation, les transports étant très limités. On est encore sur des génétiques très locales et sauvages. Et puis l'apiculture au Moyen-Âge, j'ai appelé ça la fin de l'âge d'or des abeilles, parce que de cette situation où l'abeille est partout, progressivement ça va changer. Au Xe siècle, il y a un développement démographique au fil du Moyen-Âge, un développement économique. Donc les êtres humains commencent à gratter du terrain pour de l'agriculture, commence à utiliser le bois de chauffage, donc on commence à défricher énormément au Moyen-Âge, et on a une énorme perte de forêt au Moyen-Âge. Les défrichements massifs avec un développement agricole, et on commence à entendre parler au XIIe siècle d'une gestion de la ressource abeille. Donc ce qui veut dire qu'elle commence sans doute un peu à être moins présente. Au XIIe siècle, on documente l'existence de bigres. Donc les bigres, ce sont des gardes forestiers qui s'occupent plus ou moins des essaims, qui surtout font de la surveillance pour que n'importe qui n'aille pas piquer les essaims dans les arbres, ou s'ils en ont, qui payent bien l'impôt aux seigneurs, ou voilà, aux propriétaires des lieux ou aux seigneurs. Donc on commence à avoir une gestion de l'abeille. Et ça va s'affirmer à la fin du Moyen-Âge. Là on est au 19e siècle, je vais y arriver, on est au 19e siècle, et il y a un développement dans plusieurs régions de France des murs à abeilles, et ces murs à abeilles, ça signe le début du commerce des essaims en fait, hein. Donc les petites niches qu'on voit là à l'écran, on a donc des ruches en paille qui sont mises, qui sont exposées pour accueillir des essaims. Au printemps ça va très très vite, hein, puisqu'une bide en paille ça fait 40 litres pour les plus grandes. Rapidement l'essaim va sortir, et cet essaim on va pouvoir le remettre dans une ruche, alors en paille au début, et puis ça évolue vers la ruche à cadre un peu plus tard, on va le voir, afin de le vendre, d'accord? Donc c'est le début du commerce des essaims. On ne récolte plus les essaims sauvages, cette fois on va aller acheter la ressource, d'accord? Donc ça veut dire que là on est dans une situation où il y avait sans doute moins d'essaims présents dans la nature, puisque ce qu'on peut avoir gratuitement, on va rarement l'acheter. Alors je vous ai mis un petit élément de contexte aussi à savoir peut-être, le blocus anglais de Napoléon. À l'époque, le sucre arrive moins des colonies, et donc les murs à abeilles arrivent dans ce contexte-là. C'est-à-dire que le sucre, l'élément miel commence à redevenir un petit peu plus important, parce que on avait pu le laisser de côté quand le sucre arrivait, en tout cas pour certaines classes sociales. Et là, on se retrouve avec un problème, car le sucre n'arrive plus. Pour la petite histoire, c'est aussi Napoléon qui va développer la betterave sucrière pour sortir justement
de cette dépendance. On en arrive à la fin du Moyen-Âge, à l'apiculture moderne. Alors, l'apiculture moderne, pour moi, elle est symbolisée évidemment par la ruche à cadre. La ruche à cadre, il y a eu plusieurs tentatives. Hein. Depuis 1650, on a plusieurs prototypes qui sont arrivés. Alors, je vous ai cité Mune, Ruden, De la Rocca, De Beauvois c'est en France. Ils ont tous fait des prototypes de ruche à cadre pendant ces périodes-là. Et en 1850, celui qu'on va retenir, c'est Lorenzo Oldenström. Lui, il fait breveter son modèle, et puis il a quelques bonnes idées, notamment par ouvrir par le haut de la ruche, enfin voilà. En tout cas, c'est lui qu'on va retenir. Et là, c'est le début d'une nouvelle ère, parce qu'on va pouvoir intervenir énormément. La ruche à cadre, c'est vraiment le symbole de l'apiculture moderne, c'est une révolution. Il faut bien se dire que si on compare là sur la petite gravure, la dame qui est en train d'essayer d'intervenir sur ces deux ruches en paille, et la facilité qu'on a à intervenir avec une ruche à cadre qu'on voit en bas, c'est juste incroyable pour les apiculteurs de l'époque, c'est juste une nouvelle ère qui s'ouvre à eux. Et ça va commencer à être le début de l'apiculture de production et de l'intensification des pratiques apicoles en France et dans toute l'Europe. Alors c'est ce que j'ai appelé l'industrialisation de l'apiculture. Là c'est une petite vidéo en fait que je vous ai mise. Cette petite vidéo, elle date de 1919. Je l'ai trouvée sur l'INA et je vous ai mis la source pour que vous puissiez aller la voir de plus près. Cette apiculture devient un métier et on commence à artificialiser l'élevage. On voit bien sur cette image qu'on est loin des petites ruches en paille dans la cour du château ou dans la cour de la ferme. Là on a au moins une cinquantaine de colonies, si ce n'est pas une centaine, qui vont être exploitées au même endroit par un apiculteur ou deux apiculteurs. Enfin voilà, on est vraiment sur quelque chose qui commence à s'intensifier beaucoup. Alors ça entraîne des pratiques différentes. Avant, on utilisait la cire de l'abeille, c'est-à-dire c'est l'abeille qui faisait sa cire dans sa petite ruche en paille. Là, on passe à la feuille de cire, qui est faite par l'apiculteur. Donc c'était une petite méthode de trempage. On trempait dans la cire chaude, on trempait dans l'eau, puis ça refroidissait, ça faisait une plaque de cire sur une plaque. Et puis on passait cette feuille de cire au laminoir, là c'est ce qu'on voit à l'écran, pour presser la cire, quoi, en gros, voilà. Et puis on commence à garnir les cadres avec cette cire. Alors c'est un grand changement pour l'abeille, pour l'apiculteur, mais pour l'abeille aussi, parce qu'elle se retrouve avec des anciennes cires qui sont refondues, elle ne fait pas sa cire naturellement comme le faisait avant, c'est vraiment un changement qui n'est pas anodin. Au XXe siècle, Émile Thomas, qui est le monsieur qui a créé Thomas Apiculture, il industrialise ça pour que l'apiculteur ait moins de travail, enfin que ça facilite la production de cire. Dans cette même vidéo de l'INA, en 1919, on voit un début d'élevage de rennes. Alors, c'est pas à l'échelle, je pense, qu'on connaît aujourd'hui, c'est même sûr, mais quelques passionnés commencent à se rendre compte qu'ils peuvent maîtriser la production de rennes. D'accord. Et donc ils trouvent la méthode, et puis ils élèvent leurs rennes. Donc on voit là le matériel qui est en plastique maintenant, mais qui était en bois à l'époque. Et donc on commence à avoir des élevages de rennes. Alors c'est important parce que c'est la fin de l'essaimage comme seul mode de reproduction de l'abeille. C'est-à-dire que, alors on faisait sans doute de la division déjà avant cette époque, c'est-à-dire que dès qu'il y a eu des ruches un petit peu à cadre, ou même je pense qu'en ruche en paille on pouvait aussi faire des essaims avec plus de difficultés, mais ça devait sans doute exister. Mais là on est vraiment sur une prise en main par l'être humain de la reproduction de l'abeille, d'accord ? Évidemment avec une facilité, c'est-à-dire que ce que faisaient certains pionniers avant avec des ruches qui n'étaient pas faciles à maîtriser, là avec la ruche à cadre, c'est la porte ouverte et vraiment n'importe qui peut refaire des divisions, refaire des rennes, etc. Et puis l'extraction à grande échelle, parce que la production de miel qui devient plus facile va pouvoir se développer. Donc l'extraction à grande échelle, là on voit qu'il y a un extracteur, qui est un extracteur manuel, mais on voit déjà qu'il est quand même déjà très grand et qui devait permettre de produire pas mal de miel. Et on va mettre au point aussi à cette époque-là la transhumance, parce que les moyens techniques ils évoluent. Il y a le développement de l'automobile et on va avoir la première transhumance. Alors là c'est en 1920 cette photo, c'est monsieur Michaud de Michaud Apiculture. C'est Yves je crois, ce monsieur qu'on voit sur la photo. Et il fait sa première transhumance, ce miel de bruyère, miel d'acacia, c'est les premières transhumances de l'époque. Alors ils n'allaient pas très loin je pense à l'époque, mais c'est là que ça a commencé.
à se développer. Donc on voit que très rapidement on passe à une apiculture plutôt intensive dès qu'on a eu l'occasion de le faire. Cette intensification, elle continue. Alors je vous passe le passage de la guerre, etc. parce que, bon voilà, il a fallu que je fasse des choix dans ma présentation. Mais en 1950, il y a une date clé pour moi, c'est l'industrialisation. Ça, c'est la première ligne, je crois, de mise en pot que j'ai retrouvée, qui est documentée. C'est toujours chez Michaud Apiculteur. Et donc, on a une mise en place d'une chaîne. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quand même une production de miel qui s'est intensifiée. Puisque maintenant, on peut industrialiser des processus qui étaient avant faits complètement à la main. Donc, ça veut dire qu'il y a un volume quand même qui est existant, quoi. Et en 1954, à la même période, la filière continue de s'industrialiser également avec les extracteurs. Donc on a un premier extracteur électrique, par exemple, avec Thomas Apiculture. Alors, je dis ça s'industrialise, alors on peut y voir un côté négatif, mais il y a aussi un côté facilité pour l'apiculteur. Hein. Il faut voir ça aussi, la mécanisation, c'est quelque chose d'important pour des travaux qui sont assez difficiles, quoi. Voilà, je termine sur les années 50. Cette deuxième partie et je vous invite à visionner la troisième partie sur l'artificialisation et l'industrialisation qu'on connaît dans les années 80-90 et jusqu'à nos jours, qui sera la dernière partie de ma petite présentation.